Très bien. Alors, j'ai un problème de caméra depuis ce matin, donc je suis désolée, je ne vais pas pouvoir passer en mode caméra. Donc, bonjour à tous. Je vais maintenant vous présenter les travaux qu'on a récemment effectués sur les propriétés optiques non linéaires et de luminescence exaltée par effet Purcell dans des résonateurs diélectriques colloïdaux. Donc, ce travail il a été effectué dans le cadre de ma thèse, ainsi que dans le cadre de la thèse de Gauthier-Roubaud, qui ont été supervisés par Sébastien Bécaud. Donc, comme l'a rappelé Sébastien tout à l'heure, il est possible de créer des résonateurs des nanoparticules qui interagissent de manière résonante avec la lumière grâce au confinement diélectrique des électrons. Ces phénomènes de résonance ils vont permettre d'optimiser l'interaction lumière-matière en optimisant la section efficace d'extinction de nos systèmes qui va tendre vers la limite unitaire si la particule réagit comme un dipôle. Donc, pour des nanoparticules très petites devant la longueur d'onde, comme l'a dit Sébastien, on va avoir des conditions de résonance quand la partie réelle de la constante diélectrique va être négative, et donc ce qui est le cas pour les structures plasmoniques. Et dans le cas de nanoparticules qui vont avoir un diamètre de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde, on va également observer des résonances pour des parties réelles de la constante diélectrique positive qui vont être très importantes, comme c'est le cas dans certains diélectriques, particulièrement les semi-conducteurs. Donc ça a été montré dans cette publication il y a à peu près une dizaine d'années, dans laquelle on peut voir ici des nanosphères de silicium qui ont été obtenues par ablation laser. Donc, outre l'optimisation des interactions lumière-matière possibles grâce à ces deux systèmes, les nanoparticules diélectriques vont avoir deux avantages qui vont ici nous intéresser par rapport aux structures plasmoniques. Tout d'abord, on va avoir des degrés de liberté plus importants dans les structures plasmoniques, car donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'on on va avoir plus de résonance avec des meilleurs facteurs de qualité pour des tailles équivalentes, mais également la position spectrale de ces résonances, elle va être facilement modifiable en changeant la taille des nanoparticules, alors que dans les structures plasmoniques, il va falloir directement plus changer leur forme. Et de l'autre côté, une différence qui va nous intéresser particulièrement dans notre cas, c'est la distribution des champs électromagnétiques. Donc, dans le cas des structures plasmoniques, comme on le voit ici, le champ électromagnétique il va être exalté principalement à la surface des nanoparticules, ce qui va être intéressant plus pour venir exalter des propriétés extrinsèques d'émetteurs qu'on va placer proche de la surface de nanoparticules. Dans le cas des nanoparticules diélectriques, on va avoir une exaltation du champ également à l'intérieur du volume de la nanoparticule et encore plus particulièrement dans les modes magnétiques, dipolaires et quadrupolaires comme on peut le voir. Du coup, cette exaltation du champ à l'intérieur de la nanoparticule, il est particulièrement intéressant pour venir exalter des propriétés qui vont être intrinsèques aux matériaux utilisés, comme des propriétés optiques non linéaires ou des propriétés de luminescence. Donc, ce qu'on a dit précédemment, c'est que les facteurs de qualité des nanoparticules diélectriques sont meilleurs en grosse partie parce qu'on a moins d'absorption. L'objectif ici, ça va être d'essayer de trouver on va essayer de trouver les matériaux qui vont avoir les meilleurs facteurs de qualité, donc la partie réelle de la constante diélectrique la plus importante et la partie imaginaire de la constante diélectrique la plus faible. Ce qu'on voit ici, lorsqu'on observe les facteurs de qualité pour ces semi-conducteurs dans le spectre du visible, c'est que le meilleur candidat semble être le silicium cristallin. Néanmoins, comme il est centrosymétrique, il ne va pas présenter de non-linéarité d'ordre pair. Juste après viennent du coup les semi-conducteurs 3,5 qui sont le phosphure de gallium et l'arsénium de gallium, qui eux vont présenter une forte non-linéarité quadratique. On a ici par exemple des exemples de non-linéarité d'ordre 3 pour les nanorésonateurs de silicium ici, et d'ordre 2 avec l'émission de SAG avec des nanorésonateurs de phosphure de gallium dans ce cas-là, qui vont être exaltés par résonance de Mie. Donc ces résultats, ils ont été obtenus ici pour des échantillons qui ont été obtenus par lithographie, mais ça va être intéressant ce serait intéressant également d'avoir ces résonateurs sous forme de solutions colloïdales comme on l'a pour les structures plasmoniques actuellement, qui permettraient une fabrication à large échelle, mais également facilement exploitable.
Donc, dans un premier temps, comme le silicium cristallin est le matériau qui a le meilleur facteur de qualité, c'est lui qui a concentré les principales recherches en fabrication large échelle. Donc, on peut présenter ici des méthodes chimiques qui, de la même manière que pour les structures plasmoniques, parlent de précurseurs, mais qui sont très difficiles à utiliser, mais qui vont permettre l'obtention de solutions colloïdales très monodisperses de silicium. Il existe également des méthodes de fabrication physique, comme ici le traitement thermique de monoxyde de silicium, qui va permettre dans ce cas-là d'obtenir d'abord une solution polydisperse, mais qui, après différentes étapes de centrifugation, permet d'obtenir différentes solutions qui sont, elles, monodisperses, comme on peut le voir ici. Ces deux méthodes que j'ai présentées là, donc, elles sont spécifiques au silicium. Il existe une troisième méthode physique qui, elle, est applicable à un ensemble un plus large panel de matériaux, qui est très simple et qui est basé sur une exfoliation mécanique. Ce qu'on peut voir ici, c'est que le problème, c'est qu'on va avoir des nanoparticules qui vont être moins sphériques et beaucoup plus anisotropiques que celles que j'ai présentées précédemment. Nous, on a essayé de s'intéresser à avoir une technique qui va permettre de fabriquer des nanoparticules avec de différents matériaux. Donc, on est parti en se basant sur une publication d'une équipe japonaise sur un traitement thermique sur des poudres de silicium directement, un peu dans la même idée que ça a été fait pour l'ablation laser qu'on a vu en tout début de présentation, et qui va permettre de venir, par traitement thermique de ces poudres, de venir arrondir nos nanoparticules. Donc, cette technique, elle est utilisable sur différents matériaux, comme le silicium et le germanium. Dans le reste de la présentation, je vais présenter seulement les propriétés optiques des nanoparticules de silicium. Et pour le problème de cette technique, la limite, c'est qu'elle peut être utilisée que sur des matériaux monovalents et qu'elle n'est du coup pas applicable aux matériaux 3,5. Donc, lorsque l'on va vouloir faire des nanoparticules de phosphure de gallium, on va ici utiliser la méthode par exfoliation mécanique qu'on a présentée précédemment. Donc, on voit encore une fois que les particules sont beaucoup moins sphériques ici. Dans les deux cas, on va obtenir une solution qui va être polydisperse dans un premier temps, et de la même manière qu'on l'a dit précédemment, on va pouvoir resserrer la distribution de ces dispersions pour obtenir par centrifugation et sédimentation successive. Donc, maintenant, on va passer à la caractérisation de ces nanoparticules. Donc, pour ça, on va utiliser le montage expérimental qui est ici, qui permet à la fois de faire des spectres en rétrodiffusion, mais aussi en diffusion par l'avant, de nos nanoparticules diélectriques qui ont été préalablement déposées sur un substrat vert. On pourra par la suite passer dans une configuration d'excitation non linéaire avec un laser femtoseconde qui va nous permettre donc d'observer la luminescence non linéaire. Grâce à une caméra qui est placée à la fin de notre setup, on peut obtenir des images en couleur de nos nanoparticules. Puis, comme je l'ai dit précédemment, on va pouvoir effectuer le spectre en rétrodiffusion et en diffusion par l'avant de chacune de nos nanoparticules, observer du coup ici les résonances de Mie dont on a parlé, et grâce à ces résonances, obtenir le diamètre de nos nanoparticules. Donc, je vais présenter tout d'abord cette caractérisation pour le cas de nos nanoparticules de silicium. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que on présente des nanoparticules qui vont avoir un diamètre croissant dans cette direction-là. Ce qu'on peut voir dans un premier temps, c'est qu'on va avoir un décalage vers le rouge du mode magnétique dipolaire, avec l'apparition du mode électrique dipolaire ici, et de modes d'ordre plus élevé. En effectuant le spectre rétrodiffusé de ces mêmes nanoparticules, et en les comparant aux théories de Mie, on obtient une double information sur chaque nanoparticule qui va pouvoir nous permettre de déterminer précisément le diamètre de chacune. Dans le cas des échantillons obtenus avec le phosphure de gallium, on peut observer qu'on va avoir des moins bons facteurs de qualité que pour le silicium. Ça, c'est dû au fait que nos nanoparticules sont anisotropiques. Mais néanmoins, comme on observe un bon accord entre les données expérimentales et
les valeurs obtenues par théorie de Mie, aussi bien dans la diffusion en avant que dans la rétrodiffusion. On peut considérer ces nanoparticules comme sphériques et donc estimer un diamètre. Donc maintenant, on peut regarder, toujours avec notre setup, le spectre avec une excitation non linéaire. Donc, on va travailler avec notre laser photoseconde qui a une longueur d'excitation à 810 nanomètres. Donc, si on regarde le spectre non linéaire d'une petite nanoparticule, on ne va pas avoir beaucoup de signal, mis à part un petit pic de seconde harmonique, du fait que notre nanoparticule, que notre matériau est centrosymétrique. Si on va augmenter légèrement la taille de notre nanoparticule, la résonance dipolaire magnétique va se rapprocher de la longueur d'onde d'excitation du laser et on va commencer à pouvoir observer l'apparition des modes dipolaires électriques et dipolaires magnétiques au sein du spectre de luminescence non linéaire. Et puis, en augmentant la taille de nos nanoparticules, on va avoir l'apparition de modes d'ordre plus élevé, mais également, comme on va avoir un accord entre la position spectrale du mode dipolaire magnétique et l'excitation de notre laser, on va avoir une forte exaltation de la luminescence non linéaire par effet Purcell. On va effectuer les mêmes mesures sur nos nanoparticules de phosphure de gallium. Ce qu'on va observer, c'est qu'on ne va pas avoir de mode bien défini dans le cas du phosphure de gallium à l'intérieur de notre luminescence non linéaire, du fait certainement des mauvais facteurs de qualité de nos nanoparticules. Mais par contre, on va observer une forte intensité de SHG de l'ordre de 5 à 6 ordres de grandeur plus importante que dans le cas du silicium. Donc, on a donc deux techniques de fabrication de large échelle différentes avec deux types de matériaux différents qui, dans un cas avec le silicium, va permettre d'exalter la luminescence non linéaire et dans l'autre cas avec le phosphure de gallium va permettre d'avoir des fortes intensités de seconde harmonique. Il y a un dernier aspect qui est intéressant pour le phosphure de gallium, c'est que c'est un matériau qui va avoir une luminescence intrinsèque suffisante pour fabriquer des diodes, mais comme c'est un band gap indirect, ça va être avec un faible rendement quantique. Donc ce serait assez intéressant de voir si on pourrait venir exalter la luminescence intrinsèque du phosphure de gallium grâce à l'effet Purcell. Donc pour ça, on va utiliser un setup, un montage expérimental. On va pouvoir toujours faire des spectres de diffusion pour caractériser nos nanoparticules. Puis cette fois-ci, on va utiliser un laser picoseconde qui travaille dans l'UV compte tenu du band gap, de la structure de bande du GAP. Et puis, on va pouvoir effectuer des spectres de luminescence linéaire et également des mesures de temps de vie grâce à une photodiode à avalanche. Donc ici, on présente le spectre de luminescence d'un gros morceau de GAP qui ne va du coup pas présenter de résonance et qui ne présentera pas de modification de la luminescence intrinsèque. On va commencer à regarder certaines de nos nanoparticules. Ce qu'on voit, c'est que pour les plus petites nanoparticules, on va avoir un accord entre le mode dipolaire magnétique et le maximum de luminescence intrinsèque du phosphure de gallium. Donc, on ne va pas observer de modification particulière du spectre de luminescence linéaire. Mais en augmentant la taille, on va avoir par exemple ici un décalage vers le rouge du mode dipolaire magnétique. Et du coup, on va observer l'apparition ici d'un pic qu'on n'observe pas dans le spectre de luminescence intrinsèque. Et en continuant d'augmenter la taille de nos nanoparticules, on va avoir l'apparition de différents autres modes d'ordre plus élevé. On peut par exemple noter ici qu'il semble qu'on ait une exaltation plus importante pour le mode quadrupolaire magnétique, ce qui pourrait être dû au fait que le champ magnétique va être plus exalté dans le volume, le champ électromagnétique va être plus exalté dans le volume pour les modes magnétiques, et donc les résonances de Mie n'auraient pas toutes le même effet sur la luminescence. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on étudie plus en détail par la suite, car ce sont des données préliminaires. On a aussi rapidement regardé l'intensité de luminescence de nos spectres normalisée par le volume, et on voit qu'on va plus particulièrement exalter la luminescence quand on va avoir une résonance entre le mode dipolaire magnétique
le maximum de luminescence du GAP. Et de la même manière, lorsque le mode quadrupolaire magnétique sera résonant avec ce maximum de luminescence. Finalement, on s'est intéressé à la modification du temps de vie du phosphure de gallium. Donc ici, on a comparé le temps de vie d'un morceau massif de phosphure de gallium avec le temps de vie d'une nanoparticule qui présente un spectre de luminescence qui a été modifié tout le long du spectre par l'effet Purcell. Donc ce qu'on observe, c'est une modification du temps de vie long, mais d'un facteur 3, ce qui peut paraître faible, mais en réalité, en prenant en compte le fait que le phosphure de gallium a un très faible rendement quantique, ça peut traduire des effets Purcell assez importants. Et dans un second temps, ce qu'on observe, c'est que le temps de vie le plus court, lui, n'est pas modifié par l'effet Purcell, mais que par contre, le nombre de photons impliqués dans ce temps de vie augmente dans le cas de la nanoparticule. Ça pourrait être dû à des phénomènes de désexcitation multi-excitonique du fait de l'exaltation du champ à l'intérieur de la nanoparticule. Et ça, c'est encore une fois des données préliminaires qu'il va falloir creuser un peu plus par la suite. Donc, en conclusion, on a démontré des techniques de fabrication large échelle de résonateurs optiques, avec dans un premier cas le silicium qui va présenter des bons facteurs de qualité, et on va donc pouvoir observer l'exaltation par effet Purcell de la luminescence non linéaire. Et de l'autre côté, des résonateurs avec des moins bons facteurs de qualité pour le phosphure de gallium, qui lui permettra plutôt d'observer de fortes intensités de seconde harmonique. Enfin, on a pu présenter des résultats préliminaires sur la modification de la luminescence linéaire du phosphure de gallium, aussi bien dans le spectre de luminescence que dans les mesures de